Tout de suite, le bonus de pulsation avec la doctoresse Ariane Giacobino sur la trisomie 21. Comment la médecine a commencé à s'intéresser à cette trisomie 21 ? C'est l'aspect physique qui a incité certains médecins, certains chercheurs à s'y intéresser ? Alors curieusement, on retrouve même dans des statues mayas très anciennes, on retrouve les particularités des traits du visage des personnes trisomiques. C'est une trisomie qui existe aussi chez les grands mammifères, chez les chimpanzés, donc c'est quelque chose qui va avec non seulement l'humanité, mais aussi d'autres espèces. Et puis on en retrouve aussi des images dans des tableaux anciens. Donc c'est des individus qui semblaient avoir toujours été intégrés, en tout cas à la société, à la peinture ou à l'art, avoir été présents. Pour le grand public, la trisomie 21, c'est un physique, c'est une tendresse aussi particulière. Concrètement, sur le plan médical, quelles sont les conséquences ? Alors la conséquence la plus constante, c'est quand même un problème de développement intellectuel, il ne faut pas se le cacher, mais qui peut être à des degrés variables. Les caractéristiques physiques, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ben voilà, on les identifie, c'est aussi ce qui peut gêner les familles des fois, parce que c'est quelque chose, on voit la personne et on peut voir sur son visage qu'elle est trisomique. Ce qui est frappant, c'est que c'est quand même une suite de cas particuliers, c'est-à-dire qu'on se dit, effectivement, il y a quelque chose de reconnaissable, mais finalement, chacun a quand même son caractère, son identité, ses particularités, ses ressemblances familiales aussi. Donc c'est un tout petit bout du génome qui est en plus, et puis il y a quand même tout le reste qui fait un individu et qu'on voit aussi représenté. Comment un enfant ou un jeune adulte trisomique comprend sa trisomie, sa maladie ? L'impression que j'ai, c'est qu'ils le comprennent, ils comprennent la différence et qu'ils en sont fâchés du fait qu'ils ne peuvent pas s'en débarrasser, que ce n'est pas comme une maladie infectieuse ou quelque chose, et qu'ils vont chez le médecin, mais qu'en même temps, quand ils partent de chez le médecin, il n'y a pas un traitement, ils ne sont pas soignés. Et j'ai entendu plusieurs fois des grands-enfants ou des adultes dire « mais j'aimerais bien m'en débarrasser, maintenant ça suffit ». Quel est le rôle de l'entourage chez un patient trisomique, dans la relation aussi peut-être à trois que vous avez entre vous-même, le patient, et l'entourage, parents ou amis proches ? C'est capital, le rôle est capital ? Oui, c'est capital. Et c'est capital qu'on se fasse confiance mutuellement, dans le sens où nous, on va essayer de décharger les parents et de reprendre un certain nombre de choses dont on a vu par lesquelles ils étaient surchargés, c'est-à-dire de s'inquiéter de si tel bilan avait été fait à tel âge, de ce qu'ils ont vu sur Internet, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce qu'il faut faire telle ou telle chose, donner telle boisson par exemple pour que ça aille mieux. On a beaucoup de questions un peu de médecine douce ou de choses qui pourraient faire aller mieux. Et puis l'idée, c'est qu'ils puissent se dégager de tout ça sur nous et puis venir amener aussi leurs questions ou les envoyer par email et puis nous faire confiance et se dire qu'on a la bonne réponse ou qu'on a une réponse sensée et que ça les décharge de devoir demander à d'autres gens. Les parents vous assistent parfois ? Alors les parents, en tout cas, ils nous aident beaucoup parce qu'ils nourrissent finalement notre expérience aussi d'indications de ce qu'eux ont observé, des professionnels auxquels ils ont eu affaire et qui étaient bons, qui étaient moins bons, qui étaient soutenants, ou de nous dire telle chose, on s'en souvient, quand notre enfant est né, ça s'est très mal passé. Donc on se forme aussi à leur contact. Et c'est un retour très important. Il y a les parents, il y a aussi le tissu associatif que l'on sait assez présent, au travers notamment d'activités. Oui. Là aussi, cette part associative a son importance, à son rôle ? Oui, c'est important. Et puis, pour moi, ça donne un plus de pouvoir voir des patients, pas seulement ici, mais de les voir dans leur vie sociale, dans leur vie à l'extérieur, et de voir finalement comment ça se passe, et puis ce décalage qu'on a de quelqu'un qui est intimidé dans la salle de consultation, qui s'exprime moins bien, qui est un peu bloqué. Et puis on va peut-être le voir en train de faire des activités artistiques, beaucoup plus épanoui, venant nous parler. Donc ça change aussi passablement le regard qu'on a sur les patients. Comment l'adolescent trisomique peut-il se projeter dans sa vie future, sa vie d'adulte, en matière de relations aux autres, en matière de vie amoureuse, en matière de vie intime, en matière de vie professionnelle aussi ? Il a les mêmes chances que les autres, malgré son handicap ? Il n'a pas les mêmes chances, mais il a les mêmes envies. Et c'est ce qui est dur, je pense, ou ce dont ils doivent faire le deuil, c'est de dire, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir habité dans mon studio, avoir un boulot agréable et passer des belles vacances.
Et puis finalement, tout ça devra être revu au gré de ce qui est possible, ce qui est faisable, des compétences, avec des fois où ça se passe très très bien, mais des fois où finalement, petit à petit, la personne se rend compte elle-même de ce qui ne devient pas possible. Alors le centre que nous avons ici au HUG, qui est un centre singulier, comment vous le définissez habituellement ? Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un endroit où aucune demande est irrecevable. C'est-à-dire que c'est un endroit où si on a une question sur la trisomie, un problème, quelqu'un de malade dans la famille, ou qu'on a une maîtresse d'école et qu'on a envie d'expliquer à une classe comment ça va être d'avoir un enfant trisomique dans la classe, qu'on est là pour ça. Donc que finalement on est souple, on est modulable, on est là en première ligne comme médecin, mais finalement on est là aussi pour une sorte d'éducation médicale de tout l'entourage de la personne trisomique. Vous êtes aussi un trait d'union avec les autres spécialités médicales ici au HUG, mais pas seulement, avec les médecins de ville et avec d'autres. Vous êtes ce trait d'union entre vous et d'autres professionnels qui suivent des patients ? Tout à fait. Et puis on tient beaucoup à dire, et notamment aux pédiatres, qu'on est là pour s'emboîter dans la situation, mais pas pour prendre un patient et en faire notre patient. On voit les gens maximum 2 fois par année. Et l'idée, c'est vraiment de faire partie du réseau. Et quand il y a une réunion de réseau, il peut y avoir les enseignants, la famille, le pédiatre, qui est nous aussi pour un avis un petit peu plus pointu, un petit peu plus spécifique sur l'aspect trisomie. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas soigner. Et nous, on a besoin qu'il y ait d'autres professionnels qui s'occupent d'autres aspects de la trisomie qu'on ne sait pas observer, soigner. Comment, en règle générale, vous travaillez avec les autres ? Vous faites éventuellement une première séance avec eux, un cardiologue, voilà, un neurologue ou un médecin de ville ? Il nous arrive de nous déplacer, d'aller à la consultation d'un collègue en disant c'est telle personne, on la suit, et puis on aimerait bien avoir votre avis parce que là on est un petit peu bloqué. Il y a un problème urinaire, mais on ne sait pas comment soigner ça, comment faire. Et puis de faire le trait d'union, ce qui nous permettra après, à la lumière de l'avis du collègue, de reprendre la situation. Comment se passe une première séance de travail avec une famille ou un patient trisomique que vous découvrez le premier jour ? Quelles sont souvent les motivations qui poussent une famille à venir vous voir ? C'est le désarroi qui les amène ici souvent ? Oui, c'est souvent le désarroi ou l'impression d'être submergé par le problème. La première consultation, elle se passe beaucoup en discutant, c'est-à-dire qu'on aime bien, même si les familles nous envoient souvent quelques documents qui résument un peu la situation médicale ou le passé du patient, on aime bien reprendre aussi, pour sentir un peu mieux la situation, reprendre l'histoire depuis la grossesse. Savoir comment ça s'est passé, l'accouchement, les complications, est-ce qu'il y avait un doute, est-ce que les premières semaines à la maison, donc refaire tranquillement, reconstruire toute l'histoire et puis après se pencher aussi sur des questions quotidiennes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, combien d'heures de sommeil il a par jour, donc prendre en compte le fait à la maison, est-ce que ça se passe bien, est-ce que c'est difficile, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent améliorer aussi la qualité de vie. Vous percevez souvent un sentiment de culpabilité chez les parents de ces enfants trisomiques ? Il y a ce sentiment qui peut parfois ressortir ? De culpabilité et de colère aussi, en tout cas chez les petits, de dire mais pourquoi c'est arrivé à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive ? Est-ce que vraiment c'est pas lié à quelque chose qui s'est passé dans notre vie ou qu'on a fait ? Un mot sur votre parcours personnel et sur ce choix que vous avez fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette maladie et à initier un centre comme celui que vous dirigez aujourd'hui ? Alors d'abord, comme généticienne, c'est vrai que la trisomie, c'est un peu la maladie emblématique de la génétique. C'est la plus répandue. C'est la plus connue, en la tout plus cas. Connue, si on doit demander à quelqu'un, est-ce que vous avez un exemple de maladie génétique, ça sera la trisomie, la mucoviscidose en général. Et puis, on a une tradition ici à Genève de recherche sur le chromosome 21. Moi, j'ai fait de la recherche aussi dans les laboratoires, donc de la recherche moléculaire, en essayant de comprendre au niveau de chacun des gènes du chromosome 21, qu'est-ce qui se passe, quel est ce gène, qu'est-ce qui peut jouer comme rôle quand il est présent en 1 copie, en 2 copies, en 3 copies. Et l'envie d'aller un petit peu plus loin en se disant, c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de décortiquer moléculairement ce qui se passe, mais c'est peut-être encore plus intéressant de voir ça à la lumière des personnes qui en souffrent et de se dire, est-ce que telle chose est très handicapante ou finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on considère comme le plus gênant
qui va être le problème pour les personnes, pour les familles. Dans la réflexion autour de la trisomie ou autour de traitement de la maladie, mais aussi des avancées en matière de dépistage, il y a aussi parfois des questions éthiques que certains se posent? Ou que certains nous posent, oui, notamment vis-à-vis des tests de dépistage et du fait qu'on s'occupe des trisomiques, mais alors est-ce que ça veut dire qu'on va interdire les tests de dépistage? Est-ce que c'est paradoxal? Donc notre position, c'est en général de redire que le droit à l'interruption de grossesse, il existe aussi en cas de trisomie, et qu'on ne va pas jeter la pierre à des couples qui ont interrompu une grossesse trisomique, mais qu'on va s'occuper de tous ceux qui existent. Donc une attitude la plus respectueuse possible finalement des options qu'ils ont choisies.